Bonsoir à tous, nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions SMS. On peut retourner les chiffres dans tous les sens, globalement ça ne s'arrange pas. Les bourses sont aujourd'hui stables ou orientées à la baisse, autant dire que le moral n'est pas de retour après avoir frôlé le krach hier. En fait, la planète s'arrête de tourner pour regarder les chiffres des salles de marché. C'est pourquoi nous avons intitulé cette émission « La bourse ou la vie ?» et voici les invités qui ont accepté d'y participer en direct. Philippe de Sertine est économiste, professeur de finance à l'université Paris-Nanterre. Vous dirigez l'Institut de haute finance qui propose une formation aux experts du secteur ou aux futurs dirigeants. Nous serons rejoints dans quelques instants par mon confrère Jean-Pierre Gaillard qui est bien entendu chroniqueur boursier. Avec nous ce soir aussi Tammy Cabage qui est professeur d'économie à l'université Paris 8 Dauphine. Vous êtes ancien trader et avez travaillé pour un fonds à Londres et sur le marché américain. Vos deux livres, Psychologie des grands traders et l'art du trading, sont publiés chez Erol. Enfin, Thierry Ottaviani est président de SOS Petit Porteur. Votre association informe les actionnaires et vise à moraliser le système boursier. Vous êtes l'auteur du guide des placements financiers et de vos droits, paru aux éditions Galino. Philippe de Sertine, j'ai une première question très simple. Est-ce que la bourse ne serait pas tout simplement en train de tuer l'économie? Parce que ça fait partie des questions qu'on se pose en quelque sorte. Est-ce que le virtuel n'est pas en train d'atteindre la vraie vie? Alors on peut se poser la question, on peut aussi se poser la question de manière inverse, est-ce que la bourse n'est pas têtue, c'est-à-dire refuse les différentes mesures un peu artificielles qu'on essaie d'imposer à l'économie, et la bourse n'est pas en train de corriger depuis plusieurs mois maintenant, voire presque même plus d'une année, une situation aberrante dans laquelle nous nous trouvions. C'est-à-dire est-ce que finalement aujourd'hui on peut empêcher la bourse d'être totalement rationnelle, de dire nous avons fondé la croissance sur une dette absolument ahurissante, nous sommes en train de corriger l'économie mondiale sur ce phénomène et contrairement au passé, on n'arrive pas à l'empêcher de réaliser cette correction. Parce que quand on intitule une émission La bourse ou la vie, c'est qu'on sous-entend que la vie n'est pas la bourse, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et que, voilà. Et qu'en ce moment, on sent bien, je veux dire, même des tas de Français qui ont fait des placements modiques, raisonnables, etc., sont fixés sur les salles de marché à n'entendre que de mauvaises nouvelles, alors que d'une certaine façon, la réalité n'est pas là, quoi. Et elle conditionne le réel, la bourse. La bourse représente à un moment donné une évolution extrêmement forte. Et bien entendu, ça devient un événement. Oui. Et pour les médias, pour les Français qui regardent, tout d'un coup, évidemment, la bourse qui perd 9% en une journée, c'est un événement dont on se souviendra. Mais globalement, la bourse représente quoi? Elle représente en ce moment un climat qui est un climat de crise non seulement financière, mais de crise économique, que nous sommes en train de constater depuis des mois. Nous approchons une récession, nous sommes probablement en Europe déjà en récession. Eh bien, les marchés financiers ne font que refléter cet aspect-là. Il ne faut pas se tromper, vous voyez, entre le signal et ce que représente ce signal. Quand vous avez vu ça hier, vous, et que, moi, je regardais mon écran d'ordinateur et les dépêches qui arrivaient, ça n'arrêtait pas. C'est-à-dire qu'on voyait vraiment se dérouler en quelque sorte en direct via les dépêches d'agence, vous, j'imagine, via les salles de marché, une dégringolade absolument faramineuse. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous avez pensé? Oui, il y a un moment où on s'est dit vraiment, là, on est parti sur le très très grand dérapage, notamment évidemment quand Wall Street a commencé à baisser aussi énormément en soirée, c'est-à-dire on se disait si ça repart demain comme ça, on ne sait plus où on va. C'est-à-dire on a vraiment le sentiment à un moment donné qu'en effet, la situation n'est plus du tout sous contrôle. On va dire que les marchés, comme on le disait tout à l'heure, sont en train de réagir en fonction de leur logique propre. Et on a beau essayer d'intervenir, on a beau essayer d'utiliser toutes les manettes, finalement, il ne se passe rien. C'est probablement l'un des grands enseignements qu'il faudra retenir de cette période que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ce qu'on apprend en politique économique, classiquement, sur la manière d'empêcher le système d'aller parfois au bout de sa logique, eh bien, est en train aujourd'hui de disparaître. Dans l'économie mondiale, le jouet est devenu tellement complexe qu'on ne peut plus intervenir a posteriori. Ça démontre, évidemment, ça n'est que quelque chose de relativement satisfaisant à terme, ça démontre que s'il faut faire quelque chose, il faut le faire de manière préventive. Il faudra préparer la prochaine crise. Sur celle d'aujourd'hui, on voit qu'on a peu de prise. Avant d'interroger nos autres invités, juste une question, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais est-ce qu'on pourrait dire on ferme tous 3 jours? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est l'idée de, on part en vacances, alors week-end prolongé, on ferme tous 3 jours et on se retrouve dans 3 jours. Enfin, c'est absurde. Ce qui est aussi une confrontation. Est-ce qu'on peut se passer de la bourse pendant 3 jours Non, aussi, alors voilà. d'abord ça se fait en ce moment. C'est-à-dire vous avez eu la bourse. Il y a eu plusieurs fermetures. Voilà, exactement, la bourse fermeture, de Moscou. Fermeture, reprise. Exactement. On l'a fait dans l'histoire également au moment de la grande crise notamment. Hein. On a eu des moments où on a dit on arrête tout parce que on a toujours cette idée de contagion psychologique.
psychologique, vous voyez, en disant tout le monde panique, c'est pas possible, les choses ne vont pas si mal que ça. En général, quand on fait ce genre de pratique, et quand on réouvre 3 jours après, vous avez la chute de 20% qui reprend, hein, et donc on a la correction qui est encore pire que le mal, hein, puisque on aura là l'effet accumulé qui peut se produire. Donc ce n'est pas impossible et c'est pas absurde à envisager. Techniquement, ce serait extrêmement compliqué aujourd'hui. Et de toute façon, répétons-le, il n'y a pas de raison de considérer que la bourse a tellement tort. Les indicateurs économiques réels sont mauvais aux États-Unis comme en Europe. Les indicateurs du chômage sont extrêmement mauvais aux États-Unis comme en Europe. Les indicateurs de croissance, si l'on peut utiliser ce terme d'ailleurs, aujourd'hui sont devenus très mauvais. Donc la bourse n'est pas si folle que ça aujourd'hui quand elle est en train de refléter ce climat. Alors on a donc frôlé le krach hier, je vous le rappelle, hier lundi. Aujourd'hui les bourses sont, comme je vous le disais, soit orientées à la baisse, soit largement hésitantes. Et pourtant, ces dernières 48 heures, tout avait été fait pour éviter un lundi noir. Les Européens, eux, n'arrivent pas à adopter une attitude, on va dire, vraiment commune. Et aujourd'hui, dans les salles de marché, la tension restait palpable. Reportage Nicolas Robida, David Lemarchand. 3,7. 3,76, donc forte hausse. Lendemain de tempête, il est 9 h, la bourse vient d'ouvrir, les financiers respirent. Le marché est parti, Ouais. on a une forte hausse, 3,7, ce qui est normal. Donc rebond technique, après la plus forte baisse historique du CAC 40. Voilà, on espère que ça va continuer pendant la matinée. Tout ça, je pense que ça va se stabiliser avec l'ouverture de Wall Street. Toute la matinée, le CAC va jouer avec les nerfs des investisseurs. Une nationalisation en Islande, la dégringolade de la Royal Bank of Scotland, les premières annonces tirent les places européennes vers le rouge. Mais à 15 h, le CAC repart. Il finira en hausse d'à peine 0,55%. Le yo-yo boursier continue. Aujourd'hui, rien ne surprend. Je veux dire, on est dans un marché où il n'y a plus la confiance. Donc un jour ça monte, un jour ça baisse. C'est très difficile de prévoir. Aujourd'hui, le système nerveux de l'économie, le système financier est malade. On est en train de le soigner. On est confiant sur le futur. Simplement, il y a une période un peu difficile à passer dans laquelle nous sommes. Qu'est-ce qui s'est passé hier ? Hier, c'est clairement une crise de confiance où les investisseurs ont vu que les banques centrales aidaient les banques. Mais clairement, les capitaux ne circulaient plus entre les banques. Elles ne se prêtent plus entre elles, ce qui paralyse le système tout simplement. Retour sur un lundi noir que les chefs d'État auront pourtant tout fait pour éviter. Opération Confiance, samedi à l'Elysée. Les représentants des 4 grandes économies de la zone euro s'engagent à protéger leurs établissements financiers. Je souhaite que le message aujourd'hui soit qu'aucune banque solide et souveraine ne soit acculée à la faillite par manque de liquidité. Le mini-sommet exclut aussi toute idée d'un plan Paulson à la mode européenne. Pas de grand sauvetage des banques. Angela Merkel notamment s'y oppose. La leçon à tirer de cette crise financière doit être de demander des comptes aux responsables. La chancelière ne le sait pas encore, mais elle va devoir revoir très vite ses principes. Dès son retour en Allemagne, Angela Merkel apprend que la 4e banque du pays est au bord de la faillite. Après une nuit de négociations, le gouvernement accepte de mettre 50 milliards d'euros sur la table pour sauver Hypo Real Estate. Nous disons aux épargnants que leurs dépôts sont en sûreté et qu'ils sont garantis par le gouvernement fédéral. Hier, les bourses européennes ont donc pris la mesure de l'effet Merkel. Aucune banque n'est à l'abri, la purge n'est pas terminée. Entraînés par les valeurs bancaires, tous les titres plongent. L'opération de sauvetage a en partie échoué. On a voulu rassurer le grand public, on a voulu rassurer les déposants, mais ça ne suffit pas à rassurer les marchés. Aujourd'hui, il y a une forte inquiétude concernant le niveau de la croissance en 2009. D'ailleurs, hier, pourquoi la Bourse de Paris a chuté de 9%? Jusque-là, ce sont les valeurs bancaires qui entraînaient la chute des cours boursiers depuis un an. Hier, donc ce lundi, toutes les valeurs ont chuté, parce que justement, on craint la récession. On craint la récession. Donc ce n'est pas simplement les valeurs bancaires qui sont touchées, toutes les valeurs. Pour l'instant, les Européens continuent d'avancer sur le volet bancaire.
Réunis à Luxembourg, les 27 viennent d'annoncer qu'ils garantissent désormais tous les dépôts inférieurs à 50 000 €. Mais plus la récession se précise, plus le signal d'une relance est attendu. Elle pourrait prendre la forme d'une baisse des taux directeurs de la Banque centrale. Voilà, et nous avons été rejoints par Jean-Pierre Gaillard, journaliste, chroniqueur boursier, en particulier à France Info. Alors je vais m'amuser à le faire. C'est quelle est la tendance à la Bourse de Paris, pardon, à la clôture, Jean-Pierre Gaillard? Alors là, aujourd'hui, plus 0,55%. On gagne un tout petit peu de terrain par rapport à ce qu'on a perdu hier, bien sûr. Et puis, le marché américain, encore un peu en baisse, 0,15 à 0,20%, aussi bien pour le Dow Jones que pour le Nasdaq. Là, en ce moment, à la minute. Je voudrais juste une confirmation. Est-ce que, quand le CAC 40, sur 2 jours, a perdu, alors bon, je fais la synthèse, on va dire 8,5, en quelque sorte. Est-ce que ça veut dire que la richesse de l'économie française a perdu 8,5%, puisque ce sont les 40 plus grandes entreprises en 24 heures, parce que c'est faramineux si c'est ça. C'est la bonne question, parce qu'en 24 heures, ça fait 8,5%, voilà. C'est vrai. Mais je regardais tout à l'heure, depuis juin 2007, c'est-à-dire le moment où on était au plus haut niveau, juste avant que se déclenche la crise, là on perd 40%. C'est-à-dire qu'on aurait amputé effectivement de 40% la richesse. C'est absolument incroyable, et c'est la raison qui me fait penser que même si la situation est très grave, même si on ne sait pas encore où on va, même si on peut encore baisser, on arrive à un point d'entrée, parce qu'on a déjà perdu 40, on ne va pas reperdre encore 40 quand même. J'en sais rien, moi, je vous pose la question. Non, moi je crois qu'il faut avoir les pieds sur terre, il faut être raisonnable et avoir du bon sens. On peut bien sûr aggraver la situation, on peut tout noircir, on peut ne pas dormir. Moi je ne suis pas d'un optimisme béat, mais je pense que quand même qu'au point de vue financier, on a vu le gros maintenant de ce qui pourrait arriver. Ce qui me gêne un peu, c'est les entreprises industrielles, effectivement, parce qu'elles-mêmes, elles ont des échéances à faire. Si elles ne trouvent pas de crédit dans les échéances qui vont venir, vous me direz, il y a les banques centrales, mais elles ne peuvent pas fournir partout. Et puis, il y a aussi le fait qu'elles ont des trésoreries à gérer parfois, et pourquoi elles n'auraient-elles pas fait aussi des subprimes, les grosses entreprises? Excusez-moi, je vous pose la question. Oui, alors ça, vous soulevez une vraie question. C'est pourquoi, en effet, elles n'auraient pas fait des subprimes. Mais, alors là, on va aller encore plus loin. Mais comment exprimer ça? Parce que on dit les Européens ne sont pas capables de se mettre d'accord. Ça, c'est un peu vrai. Parce qu'on nous a fait, il y a 10 ans qu'on a fait l'euro, l'Europe monétaire, on nous avait dit dans la foulée, on va faire une Europe sociale, une Europe économique, une Europe politique, on n'a rien fait. On a élargi à 27 sur des bases qui n'étaient déjà pas solides, et voilà ce qui arrive. C'est pas ma question, parce que ce qui est sûr, c'est que les Américains, eux, ils ont voté leur plan. Donc, ils sont arrivés en disant, voilà, 700 milliards. Hier, la Banque centrale américaine annonçait qu'elle avait des capacités de refinancement qui pourraient la pousser jusqu'à la fin de l'année à 900 milliards de dollars. 900 milliards de dollars. Et pourtant, on a une baisse de 10% pratiquement partout sur la planète. Mais c'est ça qui est encore plus inquiétant. Il y a une chose qu'on ne sait pas trop sur le plan américain. C'est-à-dire que quoi qu'on dise... Le premier coup par les représentants, il avait été refusé, le plan américain. Il a été voté au deuxième passage, après avoir été remanié, après avoir eu des amendements dont moi je ne connais pas le détail. Il y a la somme, mais qu'est-ce qu'il en reste en compensation de ce plan américain? Je ne connais pas tout à fait le solde. Est-ce qu'il est aussi important qu'on le dit? Je ne le sais pas. Les marchés non plus, ça explique peut-être leur peur en ce moment. Alors, Tammy Cavage, comment vous réagissez au fait que justement, en tout cas au minimum les Américains et donc la première économie mondiale, finissent par nous amener son plan et que le lendemain où elle nous amène son plan, enfin 24 heures après, ça plonge de façon faramineuse? Oui, voilà. Alors, c'est vrai que les Américains ont annoncé ce plan qui est considérable. Pourquoi ça plonge? Tout simplement parce qu'il ne sera pas mis en œuvre très rapidement, mais pire que ça, c'est-à-dire que les investisseurs sont aujourd'hui dans une situation d'attentisme, de pessimisme. Ils ne croient pas trop dans ce plan et il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a énormément de divergences sur la nécessité d'un plan et sur également l'efficacité d'un plan. Certaines personnes vont même jusqu'à dire qu'il faut laisser tomber ces banques en faillite, qu'il faut les laisser effectivement, il faut laisser les canards boiteux de côté, prendre effectivement une période d'1 an, 2 ans de crise, de récession, et puis rebondir, remettre l'économie américaine à flot. Une personne, Jim Rogers, un investisseur assez connu de la part des boursiers, a même dit, il a pris l'exemple du Japon. Le Japon a refinancé les banques, il les a aidés, et pourtant le Japon a connu une période de crise, une période de croissance larvée et molle de 10 ans. Et il a pris l'exemple du sud-est asiatique. Alors bien sûr, son exemple est un petit peu tiré par les cheveux, mais il est intéressant. Ça montre un petit peu l'état d'esprit aux États-Unis. Il a pris l'exemple du sud-est asiatique. On a eu la Thaïlande, l'Indonésie, etc., qui ont connu un krach assez sévère en 1997. Grave crise économique, grave crise financière, mais 2 ans après, croissance assez importante. Et donc pour ces pays, pour certains économistes américains qui sont très favorables à un libéralisme
au pur sens du terme, il faut laisser faire le marché. Alors je ne partage pas ce point de vue, mais j'explique un petit peu pourquoi ce plan finalement n'a pas vraiment été accepté par les marchés. Et pire que ça, c'est-à-dire que finalement on recherche, c'est-à-dire, bon, Jean-Pierre Gaillard parlait de... Je reviens là-dessus, parce qu'on a, tout à l'heure, Philippe de Sertine a commencé à nous livrer son analyse. Je vous interromps parce que vous nous dites, les marchés n'ont pas accepté ce plan. Mais enfin, en ce moment, on voit tous les leaders politiques de la planète qui se réunissent, même quand c'est pas parfait, pour dire on est là, on va tenir le coup, on va faire des efforts. Les financiers, les grandes banques nous disent, écoutez, voilà, les dépôts, on ne cesse de réaffirmer, de reconfirmer que les dépôts seront assurés. Et vous dites, les marchés rentrent pas dans la danse. Mais ça veut dire quoi? Que à Hong Kong, il y en a un qui contamine Singapour, alors je le fais dans le mauvais sens, ça repart par Londres, etc., etc., etc. Et ça continue de tourner en rond. Mais donc les marchés ont raison. Quoi qu'il arrive, les marchés sont les plus forts. Ils sont les plus forts au sens où ils donnent le ton. Et effectivement, mais pourquoi ils donnent le ton? Tout simplement parce qu'il y a une panique, il y a une psychose. Je suis investisseur, j'ai deux choix. Attendre ou vendre. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore assez de certitude. Je ne suis pas sûr que, effectivement, les mesures mises en œuvre vont permettre à mes actifs financiers de se valoriser, de s'apprécier. Et comme je suis dans cette situation d'incertitude, je préfère attendre. Et il y a un attentisme. Et cet attentisme s'explique tout simplement par ce comportement mimétique des opérateurs. Qui donne le ton, là, dans ce cas-là? Je reprends au pied de la lettre ce que vient de nous dire Tammy Cabage, c'est qui donne le ton? Non, je crois il y a un moment où il y a quelqu'un qui déclenche la machine ou pas? Parce que c'est ça qui me... Non, mais je crois que très souvent, depuis le démarrage de cette crise, et malheureusement, moi je ne partage pas l'avis optimiste de Jean-Pierre Gaillard quant à la suite des événements, je pense que nous sommes loin d'être au fond de la crise, loin encore, aux États-Unis comme en Europe. Mais je dirais, depuis le début, on cherche des boucs émissaires. Et là maintenant, alors les marchés s'effondrent, on dit voilà, les marchés sont irrationnels, les marchés sont en train d'entraîner la chute. Effectivement, les marchés, par exemple, sur le plan Paulson, ne croient pas à la qualité de ce plan. Probablement parce qu'en effet, ils ont raison. Ce plan, quand on réfléchit à l'approche de Paulson, et quand aujourd'hui on est en train de l'admirer du côté européen, il faut regarder exactement ce qu'il propose. Il veut racheter les actifs dits toxiques des banques. Oui. Vous avez deux solutions. Soit il veut les acheter pas cher, et auquel cas l'État va faire une bonne affaire. Mais ce n'est pas le but du jeu. Et auquel cas, évidemment, les marchés sont inquiets en disant, de toute façon, nous, on va y perdre. Soit, deuxième aspect, il va les acheter très cher, et auquel cas, les contribuables n'auront aucune contrepartie. Ce que font les Européens est finalement pas si bête en disant, de quoi ont besoin les banques? D'abord, de se recapitaliser. Eh bien, elles apportent du capital, on apporte du capital à ces banques, et en échange, les pouvoirs publics reçoivent des actions. Ils pourront les revendre un jour si tout va bien. Vous voyez, nationaliser, l'avantage, c'est que ça permettra un jour à l'État de récupérer sa mise. Avec le plan Paulson, si on paie le prix fort, les actifs toxiques, c'est fini. Le contribuable ne récupérera jamais rien. Deuxième aspect, on a besoin de liquidité. On a besoin de liquidité et là ça veut dire que de temps en temps il faut remettre de la liquidité dans le système, il faut savoir permettre aux banques d'avoir très vite de l'argent pour pouvoir faire des transactions et ça le plan Paulson ne le propose pas avant plusieurs semaines en tout cas. J'insiste, c'est qui le marché? Si je vous dis dessine-moi un marché, voilà. Le marché c'est des millions d'ordres qui sont passés continuellement. Vous avez l'expérience qu'on a eue il y a un an dans ce pays, d'ailleurs vous veniez le commenter avec nous autour de cette table, si le marché c'est, je sais pas, 150 000, 1 million ou 5 millions de Jérôme Kerviel, vous comprenez que ça nous panique un peu, surtout s'ils sont contrôlés par personne. Ou alors, c'est encore pire s'ils sont contrôlés par quelqu'un. Donc, je repose ma question, c'est qui le marché? Le marché, c'est difficile à parfois appréhender, à accepter. Oui. Ce sont des millions d'ordres de gens, sans arrêt, qui vont se regarder les uns les autres. Et effectivement, ce que l'on disait tout à l'heure, il y a un aspect de mimétisme. Et ce sont surtout des investisseurs institutionnels, ajoute Thierry Ottaviani. Mais je vais terminer. On est en France, mais là, on est en train de parler du marché mondial. Vous avez des milliers d'investisseurs, de gros investisseurs, des millions de petits porteurs qui sans arrêt vont passer des ordres. Ils vont passer des ordres sur quelle base? Sur la perspective, sur ce qu'ils pensent du futur des entreprises. Tout à l'heure quand vous disiez on a perdu tant de milliards sur l'économie française, on les a pas perdus par rapport au passé, on les a perdus par rapport à ce qu'on appréhende dans l'avenir. Et effectivement l'avenir n'est pas rose. Et c'est ce qu'on est en train de dire, c'est ce que disent les marchés. Et répétons-le, aujourd'hui, qui pourrait les contredire? Et au même moment, ça fait les mêmes baisses ou les mêmes hausses tout autour de la planète. Absolument. C'est-à-dire vous avez des vérifications qui vont avoir lieu. Si jamais vous êtes aberrant, le marché se corrige. Lorsque vraiment il y a un endroit qui est aberrant, il est corrigé rapidement par le voisin. Quand tout le monde va dans le même sens, évidemment on veut dire qu'il y a un effet de contagion, mais on peut penser aussi qu'il y a vraiment un gros fond de vérité dans ce que pensent tous ces investisseurs dans le monde qui n'ont qu'une peur, c'est perdre leur mise. Donc vous dites, c'est pas du panurgisme aveugle, c'est on est dans un sentiment diffus qui se bâtit quand même sur l'économie réelle.